Isabelle Marquette et Baptiste Brun, nous sommes au tout début de l'exposition consacrée à Jean Dubuffet, un barbare en Asie. En Europe. En Europe. Alors effectivement, c'est la faute à Michaud, pardonnez-moi. Et c'est très passionnant, me semble-t-il, de voir une œuvre qu'on connaît bien, parce qu'il y a tout au musée Cantini, c'est la Vénus du trottoir, en correspondance avec une autre œuvre qui se trouvait à l'entrée du musée de l'Homme dans les années de l'avant-guerre, j'imagine. Et alors j'aimerais que vous nous disiez justement quel est votre parti pris dans votre exposition. Vous nous disiez que ces œuvres, il fallait absolument qu'elles aient été vues par Dubuffet. Oui, ça fait partie d'une des contraintes qu'on s'est données pour l'exposition, de s'appuyer sur la masse documentaire et archivistique produite par Dubuffet, qui nous permet de connaître ses centres d'intérêt et ses curiosités, et donc de savoir ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu étudier. Et donc, pour la Vénus du trottoir, on sait que, par exemple, dans sa bibliothèque, dans sa documentation, se trouvait un cahier d'art qui comportait un article sur un type statuaire précis qu'on appelle les Kameneya Baba, qui est présenté dans la vitrine derrière vous, et que Dubuffet a vu cet article, de même qu'il a aussi vu cette sculpture qui est aujourd'hui dans les collections du MUSEM, qui est un dépôt du Muséum d'histoire naturelle et qui vient des collections du Musée de l'Homme qui se trouve à Paris. Alors bien évidemment, Baptiste Brun, ça ne veut pas dire qu'il s'est inspiré de ça, mais qu'il y a derrière lui, sous-jacent, tout un énorme fond qu'il a appris à découvrir, notamment pendant l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il voit des objets qui le fascinent, parce qu'il y sent une forme de communauté. Il peint de la même manière, alors il ne sculpte pas de la même manière à ce moment-là, mais je veux dire, quand il peint des figures sous forme d'effigie, très en matière et autres, et qu'il rencontre ce type de statue qu'il ne connaissait pas forcément, ou qu'il avait peut-être vu mais oublié entre-temps, eh bien il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communauté de vision, de la communauté de regard qui se crée, quoi. Et ça c'est un point très fréquent dans son œuvre. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru aux Presses du Réel, qui, je crois, je ne me souviens pas exactement du titre, c'est Dubuffet contre le primitivisme. Alors, le titre, c'est Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut, et j'ai sous-titré Critique du primitivisme. Voilà. Et alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on est ici, justement, dans les moments précurseurs de la découverte de l'art brut. Et vous nous dites très bien qu'il va consulter énormément de personnes, et notamment vous avez une lettre de Lévi-Strauss. Oui. Lévi-Strauss, quand même, c'est pas simplement l'amateur de clouer, c'est l'ami d'André Breton, oui. C'est quelqu'un qui a chiné, qui connaît bien l'art de transatlantique. Oui, tout à fait. Et alors, j'aurais une petite once de critique à vous faire, pardonnez-moi, c'est que vous nous dites très bien, il a consulté les ethnologues, il a consulté les psychiatres, il a rencontré des gens, il a rencontré cette éminence grise, M. Michel Derys, mais il n'a pas toujours été en sympathie avec eux. Le mouvement qu'il a, c'est je prends, je suis un prédateur et après je rejette aussi. Non écoutez, je crois que en fait c'est dans le temps que ça se joue tout cela. Et oui. Ça, on essaye de montrer aussi cette espèce de réflexion dans la temporalité. Il a toujours rendu hommage à Breton et autres, même s'ils se sont fâchés. Je veux dire, il a toujours reconnu en fait ce travail-là dès 1950. Ensuite, dans son autobiographie, il revient sur cette relation avec Breton. Et d'ailleurs, on présente dans l'exposition des objets qui ont appartenu à Breton et on insiste sur, je dirais, les préséances surréalistes en quelque sorte sur le travail de Dubuffet. Par contre, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que la forme de systématisme qui est celle de Dubuffet par rapport à cette notion d'art brut qu'il invente et du travail qu'il va produire par rapport à cela, je ne suis pas sûr qu'on trouve des équivalents exacts dans ce travail besogneux du côté du surréalisme. Ça n'empêche qu'il était en très bonne entente avec le surréalisme toute sa vie. Georges Limbourg, en l'occurrence, fait partie de ces gens. Parce que c'est son vieux copain du Havre, c'est une compagnie de longue date, mais avec André Breton et avec Jean Paulhan, il a quand même très souvent rompu des lances. Oui, bien sûr. C'est un petit peu, gentiment, j'aurais envie de vous demander, c'est que c'est passionnant, ça nous permet de voir de très très belles œuvres, mais ça ne fait pas ressortir aussi les moments d'échec et les moments de brouille. Vous dites très bien que c'est un grand écrivain. Et justement, ça vous savez très bien que mieux que moi, que Jean Dubuffet admirait énormément lui Ferdinand Céline, mais que Céline était un pire critique de Jean Dubuffet, et qui lui disait vous êtes très fort, vous êtes très laborieux, vous êtes très bavard. Alors peut-être que le fait est qu'on ne fait pas une exposition sur la réception critique de Dubuffet aussi. Certes. Donc ça c'est un point. Et puis... Mais vous le mettez sous des anges tutélaires, mais ces anges tutélaires n'ont pas toujours affectionné Dubuffet. Ah ben non, ça c'est sûr. Même les surréalistes l'ont descendu en flèche un bon nombre de reprises, plus que lui, il les a descendus en flèche. Donc, je veux dire, mais c'était pas vraiment l'enjeu de l'exposition que de parler de ces situations. On en parle un petit peu dans le catalogue ou dans l'ouvrage que vous avez cité, mais effectivement, il était loin de faire consensus, si on le comprend bien. D'ailleurs, je pense qu'on le voit, ne serait-ce que dans sa peinture.